L'histoire des États-Unis est marquée par la figure imposante de George Washington, un homme dont l'influence dépasse les pages des livres pour devenir une pierre angulaire de la construction de la nation. Surnommé le père fondateur, Washington a non seulement dirigé avec courage la Révolution américaine, mais il a également jeté les bases de la République dès ses premiers jours. De ses humbles débuts à son rôle de premier président des États-Unis, la vie de Washington est un récit fascinant qui témoigne de son leadership, de sa détermination et de son dévouement à la cause de la liberté. Dans cette vidéo, nous explorons les moments clés qui ont façonné la biographie de George Washington, révélant les ombres et les lumières d'un homme qui a laissé une marque indélébile sur l'histoire américaine. Précurseur de la Révolution française et de l'émancipation de l'Amérique, l'indépendance des États-Unis a été l'un des événements transcendants du passage à l'ère contemporaine. En ce sens, peu de personnes méritent d'être qualifiées de figure historique, autant que George Washington, le responsable des campagnes militaires de la guerre d'indépendance entre 1775 et 1783, et le principal architecte de la construction démocratique de la nouvelle nation, qu'il a élu premier président des États-Unis d'Amérique entre 1789 et 1797. George Washington est né le 22 février 1732 dans le domaine de Bridges Creek, sur le fleuve Potomac, dans l'ancien comté de Westmoreland, qui fait aujourd'hui partie de l'État de Virginie. Washington est issu d'une illustre famille anglaise du Northamptonshire qui s'est installée en Amérique au XVIIe siècle. La famille a réussi à accumuler une fortune considérable, notamment grâce à son père, Augustine, qui possédait de vastes domaines. Le père de George, Augustine, est un homme ambitieux qui a étudié en Angleterre. Après avoir été veuve de sa première femme, Jane Butler, avec laquelle il a eu 4 enfants, il se remarie avec Mary Ball. Mary était membre d'une famille respectable de Virginie et eut 6 enfants avec Augustine, dont George. On sait peu de choses sur l'enfance de George Washington, si ce n'est que ses parents le destinaient à devenir colon. Il n'a pas reçu d'éducation formelle poussée et a fréquenté des écoles rurales entre l'âge de 7 et 15 ans. Pendant cette période, il étudie de façon irrégulière, d'abord avec le sacristain de l'église locale, puis avec un professeur nommé Williams. Bien que l'éducation formelle de Washington soit limitée en termes littéraires et philosophiques, son tempérament actif l'incline vers une solide éducation dans l'ordre pratique. Loin des préoccupations académiques et philosophiques, il reçut une éducation pratique qui contribua probablement à sa future carrière militaire et politique. Dès le début de son adolescence, il est suffisamment familiarisé avec les tâches des colons pour cultiver du tabac et stocker du raisin. À cette époque, alors qu'il a 11 ans, son père meurt et il est confié à son demi-frère aîné, Lawrence, un homme de bonne réputation qui est en quelque sorte son tuteur. À la maison, George découvre un monde plus vaste et plus raffiné, car Lawrence est marié à Anne Fairfax, l'une des grandes héritières de la région, et a l'habitude de fréquenter la haute société de Virginie. La jeunesse de George Washington, en particulier ses premiers penchants pour une carrière militaire et ses premières expériences professionnelles. C'est en écoutant les récits de son demi-frère que George Washington éveille très tôt sa vocation militaire. À l'âge de 14 ans, il exprime son désir de devenir soldat. Cependant, sa mère s'oppose fermement à cette idée, ce qui conduit Washington à abandonner l'idée de poursuivre une carrière militaire à ce moment-là. À l'âge de 16 ans, Washington commence à travailler comme arpenteur. Il participe à une expédition menée par Lord Fairfax pour arpenter les terres de la vallée de Shenandoah. Cette expérience l'a plongé dans des journées exténuantes en pleine nature, sans confort et exposé aux dangers de la nature sauvage. Au cours de cette période, Washington a non seulement acquis des connaissances sur les coutumes indiennes et les possibilités de colonisation de l'Ouest, mais il a également développé des compétences essentielles en matière de vie en plein air. Cette expérience a contribué à tempérer son corps et son esprit, le préparant ainsi aux défis qu'il aurait à relever à l'avenir. Bien qu'à cette époque Washington soit resté un sujet loyal de la couronne anglaise et n'ait pas été affecté par des préoccupations politiques, Washington a ressenti un certain malaise face aux limites imposées par la métropole à la colonisation. Washington et son demi-frère avaient l'intention d'étendre leurs activités à l'ouest, mais les restrictions imposées par la couronne auraient pu constituer un obstacle à leurs aspirations. Un aperçu plus approfondi du passage à l'âge adulte de George Washington, marqué par des événements importants. Alors qu'il a une vingtaine d'années, la vie de George Washington est bouleversée par la mort de son demi-frère Lawrence, emporté par la tuberculose en 1752. Cet événement tragique fait de lui le chef de famille et il hérite de la plantation de Mount Vernon, un vaste domaine de 8000 acres, ainsi que de 18 esclaves. Cet héritage le place parmi les hommes les plus riches de Virginie, transformant son statut et ses responsabilités. Grâce à sa nouvelle position, Washington joue un rôle de premier plan dans les affaires de la communauté. Il s'engage activement dans l'église épiscopale et se présente comme candidat à la Chambre des bourgmestres du district en 1755.
Cette période révèle également ses compétences dans diverses activités, qu'il s'agisse de sports tels que la chasse et la pêche ou de sa participation à des événements sociaux tels que les bals, les jeux de cartes et les courses de chevaux. Malgré ses intérêts variés, la vocation militaire de Washington reste un élément fondamental de ses projets. À l'époque, le conflit entre les Anglais et les Français pour la domination de l'Amérique du Nord est à son apogée, notamment en ce qui concerne les routes le long des sources de la rivière Ohio. Washington s'engage dans l'armée et est nommé commandant de district par le gouverneur Robert Dinwiddie, avec un salaire annuel de $100. Sa première grande mission est une reconnaissance de la zone frontalière en réponse aux empiétements français. Malgré les difficultés, Washington mène une expédition dans la vallée de l'Ohio, une région dangereuse habitée par des tribus indiennes et d'autres dangers. Cette traversée réussie jusqu'au fort Le Boeuf, en Pennsylvanie, a commencé à asseoir la réputation militaire de Washington. La participation de George Washington à la guerre de 7 ans, également connue sous le nom de guerre française et indienne dans le contexte américain, qui s'est déroulée entre 1754 et 1763. La guerre de 7 ans est un conflit mondial impliquant plusieurs puissances européennes, dont la Grande-Bretagne et la France. Pour les colons anglais d'Amérique, cette guerre représentait une lutte pour l'expansion territoriale contre la domination française. En 1754, au début de la guerre, Washington est nommé lieutenant-colonel du régiment de Virginie sous les ordres du général Free. Cependant, après la mort du général Free au combat, Washington assume le rôle de commandant suprême des forces armées du comté. Après la mort de Free, Washington rejoint l'état-major du général Braddock, qui dirige les troupes régulières envoyées par l'Angleterre. Le général Braddock était également un officier militaire d'origine britannique et le commandant en chef en Amérique du Nord au début de la guerre française et indienne. Le fait d'avoir le lieutenant-colonel George Washington comme assistant de confiance lui confère une position stratégique dans le conflit. Le 9 juillet 1755, Washington se distingue lors de la bataille de Monongahela en faisant preuve de courage et d'esprit de décision. Malgré ses efforts, la bataille se solde par un désastre pour les Britanniques, soulignant la complexité et la brutalité des combats à cette époque. La défaite de la bataille de Monongahela eut un impact significatif sur Washington, qui se retira à Mount Vernon avec la ferme intention de ne plus reprendre les armes, désillusionné par le déroulement de la guerre et la conduite des commandants britanniques. Malgré sa résolution de se retirer, Washington fut persuadé par des notables de Virginie de prendre le commandement des troupes, alors qu'il n'avait que 23 ans. Il dirige les troupes de 1755 à 1758 et, dans le même temps, est élu représentant du comté de Frédéric à la Chambre des bourgmestres de Virginie. Ses compétences en matière de commandement militaire et ses contributions à la politique locale commencent à asseoir son prestige. Mariage avec Martha Dandridge. Après quelques déceptions pendant la guerre, Washington démissionne de son poste militaire et retourne à Mount Vernon. En 1759, il épouse Martha Dandridge, une femme riche, veuve du colonel Parke Custis. Cette union le rattache non seulement à l'une des plus grandes fortunes de Virginie, mais le rend également responsable des enfants de Martha. La vie à Mount Vernon. Après leur mariage, Washington et Martha ont mené une vie de propriétaires terriens aisés à Mount Vernon. Bien que leur relation ait été décrite comme un bonheur harmonieux, plutôt qu'un amour passionné, le couple s'est fait une place de choix dans la société locale, organisant des fêtes somptueuses et maintenant un style de vie opulent. Malgré l'apparente tranquillité qui régnait à Mount Vernon, la vie aisée de Washington était menacée par l'émergence d'événements politiques menaçant l'Amérique du Nord, suggérant que son rôle dans l'histoire était loin d'être tranquille et que des défis importants se profilaient à l'horizon. Une période cruciale de l'histoire des colonies américaines s'ouvre, marquée par la lutte pour l'indépendance. Conclusion de la guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans, qui s'est déroulée entre 1756 et 1763, a pris fin officiellement avec la signature du traité de Paris le 10 février 1762. Ce traité a des conséquences importantes pour les possessions coloniales en Amérique du Nord, puisqu'il marque le renoncement de la France à ses prétentions sur l'Acadie et la Nouvelle-Écosse. Il confirme également la pleine souveraineté de l'Angleterre sur le Canada et une grande partie de la Louisiane, bien que la Nouvelle-Orléans reste sous le contrôle de la France. Il en résulte un désaccord mercantile. Malgré la victoire apparente de l'Angleterre et la consolidation de ses territoires, les relations commerciales entre Londres et ses colonies souffrent. Le gouvernement anglais attend de toutes les possessions coloniales qu'elles contribuent au remboursement des dépenses engagées pendant la guerre, avant du fait qu'elles ont toutes bénéficié des résultats. La perception des colonies est différente. De nombreux colons considèrent que la contribution financière demandée par l'Angleterre est injuste, ce qui entraîne un mécontentement croissant parmi les habitants des colonies, alimentant les tensions qui conduiront finalement à la quête d'indépendance. Cet extrait présente le contexte historique qui a servi de terreau au mécontentement dans les colonies américaines,
à la suite de divergences mercantiles et d'attentes financières après la conclusion de la guerre de 7 ans, ouvrant la voie au mouvement ultérieur vers l'indépendance. Les tensions croissantes entre les colonies américaines et le gouvernement britannique ainsi que l'évolution de la position de George Washington à l'égard de l'indépendance sont à l'origine de ce mouvement. Fiscalité et mesures restrictives. Après l'énorme dette causée par la guerre de 7 ans, le Parlement anglais vote, en mars 1765, une taxe qui porte atteinte aux droits traditionnels des colonies, en exigeant l'utilisation de papier timbré pour tous les contrats. L'année suivante, des droits de douane sont imposés sur le papier, le verre, le plomb et le thé. Ces mesures suscitent l'indignation du commerce américain et entraînent la formation de ligues patriotiques contre la consommation de produits britanniques. La première réaction de Washington est d'être irrité par ces mesures, mais il se considère toujours comme un loyal sujet de l'Angleterre et a des opinions modérées. En 1773, les habitants de Boston ont protesté contre les taxes en jetant des cargaisons de thé à la mer lors d'un événement connu sous le nom de Boston Tea Party. Cet événement marque un tournant pour Washington, qui ouvre les yeux sur la défense des libertés américaines. En 1774, Washington prononce un discours dans lequel il déclare son engagement en faveur de la cause de l'indépendance. Il est présent à la réunion législative de Virginie et signe les résolutions. Sa position se radicalise et il s'engage à organiser et à financer une armée pour défendre Boston. En cette même année 1774, Washington, qui ne se considère plus comme un modéré, représente la Virginie au premier congrès continental à Philadelphie, en uniforme. Bien que toujours opposé à l'indépendance totale, il est déterminé à ne pas renoncer aux droits et privilèges essentiels au bonheur d'un État libre. Cet extrait montre l'évolution des opinions de George Washington, de l'irritation initiale face aux mesures britanniques à son engagement actif dans la défense des libertés américaines, ouvrant la voie à l'indépendance. Le début des hostilités entre les colons américains et les Britanniques marque un moment crucial dans la gestation de l'indépendance des colonies. Les hostilités ont été déclenchées par la bataille de Lexington, le 19 avril 1775, qui a marqué le début de la guerre d'indépendance américaine. Après cet affrontement, les autonomistes américains commencent à exprimer ouvertement leur volonté d'indépendance vis-à-vis de la couronne britannique. Après la bataille de Lexington, les colonies s'unissent dans la guerre contre la métropole britannique. Lors du deuxième congrès continental, qui se réunit à Philadelphie en 1775, la décision est prise de confier le commandement des troupes au planteur de Virginie George Washington. Le choix de Washington pour diriger les forces coloniales n'est pas seulement le résultat d'un compromis politique entre la Virginie et le Massachusetts, mais aussi la reconnaissance de la réputation que Washington a acquise lors de sa participation à la campagne de Braddock pendant la guerre de 7 ans. Ses compétences et son talent ont impressionné les délégués du Congrès, ce qui a contribué à son élection en tant que commandant en chef. Ce moment montre comment les premières hostilités de la guerre d'indépendance ont conduit à la déclaration d'indépendance des autonomistes, à l'unification des colonies dans la guerre contre l'Angleterre et à l'élection de George Washington au poste de commandant en chef, marquant ainsi le début d'une période charnière dans l'histoire des États-Unis. Avant de poursuivre, que pensez-vous de l'histoire de George Washington? Nous sommes impatients de le lire dans les commentaires. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à l'aimer pour soutenir notre projet et à vous abonner, et nous continuerons. Le rôle crucial de George Washington dans l'organisation et la direction de l'armée coloniale pendant la guerre d'indépendance américaine. Dès sa prise de fonction à la tête des forces coloniales, Washington est confronté à la tâche difficile de constituer une armée à partir de presque rien, avec la présence de l'ennemi à Boston. Bien qu'il ait trouvé plus de 15 000 hommes dans la ville, il s'agissait en grande partie d'une masse indisciplinée d'insurgés, désorganisés, hostiles les uns aux autres, mal armés et souvent dans des conditions précaires. Washington fait preuve d'un sens de l'organisation remarquable et d'une énergie inlassable pour discipliner et former les volontaires inexpérimentés, ainsi que pour rassembler des fournitures et appeler les colonies à l'aide. Il a mis de l'ordre dans une armée confuse et désorganisée, la préparant à de futures opérations. Grâce à ces efforts, Washington a pu organiser l'armée du Massachusetts, qui a fini par occuper Boston et par chasser les troupes britanniques du général de la Nouvelle-Angleterre en 1776. En 1776, face à l'arrivée de nouvelles troupes britanniques, les Américains proclament solennellement l'indépendance des États-Unis. Bien que Washington ne soit pas un brillant stratège sur le champ de bataille, sa capacité à inspirer confiance à ses soldats, son énergie inlassable et son bon sens se sont révélés cruciaux. Il entretient la flamme du patriotisme parmi ses hommes et fait preuve d'ouverture d'esprit en écoutant les points de vue des généraux sous son commandement, même s'ils diffèrent des siens. Retraite stratégique à Long Island, Washington retire ses troupes vers le sud et choisit d'attendre la contre-offensive britannique à Long Island. Cependant, conscient de son désavantage numérique face aux forces britanniques dirigées par Howe, il décide de se retirer. Tactique d'attrition en Pennsylvanie. Après son retrait,
Washington adopte une tactique d'attrition en Pennsylvanie, cherchant à affaiblir progressivement les forces britanniques. Cette stratégie lui permet de remporter des victoires à Trenton, où il traverse par surprise le fleuve Delaware, et à Princeton en 1776, mais il subit également des défaites à Brandywine et à Germantown l'année suivante. Malgré ces défaites, Washington fait preuve d'habileté dans la retraite en retenant les forces de haut qui avancent vers Philadelphie. Bien que la ville soit finalement tombée aux mains des Britanniques, Washington n'a pas permis aux forces britanniques d'avancer facilement. Malgré les difficultés rencontrées à Philadelphie, les Britanniques ont subi un désastre considérable à Saratoga en octobre 1777. Le général John Burgoyne, commandant britannique, est contraint de capituler face au siège du général américain Gates. Cette victoire à Saratoga constitue un tournant important dans la guerre, car elle encourage le soutien étranger à la cause américaine. Ces événements illustrent l'habileté tactique de Washington, sa capacité à s'adapter aux circonstances et sa détermination pendant la guerre d'indépendance, contribuant ainsi au triomphe final des colonies américaines. Le succès de la Révolution américaine a eu un impact significatif en Europe, en particulier parmi les adeptes de l'encyclopédisme et ceux qui ont adhéré aux idées de l'homme naturel proposées par Rousseau. D'éminentes personnalités, telles que le marquis de Lafayette, le comte de Rochambeau, François-Joseph Paul de Grasse, le Polonais Tadeusz Kosciuszko et le Sud-Américain Francisco de Miranda, ont offert leur aide aux forces de Washington. La participation de ces volontaires étrangers facilite la tâche de Washington. Alliance avec la France et l'Espagne, le gouvernement français, désireux de se venger de sa défaite lors de la guerre de 7 ans, signe une alliance avec les États-Unis en 1778. L'année suivante, Charles III d'Espagne rejoint également cette alliance. L'aide des troupes françaises est cruciale pour la victoire des forces coloniales. Après l'hiver difficile de Valley-Forge, Washington a pu reprendre le combat et remporter d'importants succès, comme la reprise de Philadelphie, le siège de New York et la défaite de Lord Cornwallis en octobre 1781. La capitulation du général Lord Cornwallis, le 19 octobre 1781, marque un tournant dans la guerre. Cette victoire conduit à la reconnaissance définitive de l'indépendance des colonies par l'Angleterre. La paix est signée à Versailles le 20 janvier 1783, marquant la fin officielle de la guerre d'indépendance. Cet événement confirme l'indépendance des États-Unis et établit de nouvelles relations diplomatiques entre les anciennes colonies et les puissances européennes. Il met en lumière l'influence de la Révolution américaine en Europe, l'arrivée de volontaires étrangers dans les forces de Washington, l'alliance avec la France et l'Espagne, et enfin la victoire décisive qui a conduit à la reconnaissance de l'indépendance et à la signature du traité de paix. George Washington a été le bâtisseur de l'État pendant et après la guerre d'indépendance. Au milieu de la guerre, le Congrès a promulgué l'acte de Confédération en 1778. Il s'agit de la première tentative d'établir un bloc homogène avec les 13 États de l'Union. Cette formule politique s'est toutefois révélée insuffisante car, tant pendant la guerre que dans l'après-guerre, un pouvoir central fort s'est imposé en lieu et place d'un gouvernement au pouvoir mal défini. Dans ce contexte, George Washington, au sommet de son prestige et de sa gloire grâce à ses succès militaires, est confronté au défi de la reconstruction nationale. Bien que certains notables lui aient offert la couronne, Washington l'a refusé. Au contraire, il entreprend de lutter contre la réaction monarchiste qui se fait jour dans certains quartiers du pays. Son rejet de la monarchie était essentiel pour préserver les principes républicains de la nouvelle nation. Washington a reconnu la nécessité d'une constitution forte pour guider le nouveau pays. Son leadership et son autorité ont été essentiels pour promouvoir l'idée d'une structure gouvernementale plus forte et plus efficace. Nous assistons ici à la transition de George Washington de chef militaire à bâtisseur d'État au cours d'une période cruciale de l'histoire des États-Unis, caractérisée par la guerre d'indépendance et les défis posés par la création d'une nation unifiée et stable. George Washington a adopté une position fédéraliste forte et a joué un rôle dans la création et la consolidation du gouvernement des États-Unis par le biais de la Constitution de 1787. Washington prônait un gouvernement fédéral fort, capable de défendre les intérêts des États-Unis sur la scène internationale et d'équilibrer les tendances partisanes des États. Cette position s'oppose à celle des républicains, qui prônent l'indépendance politique et économique des États. Malgré ces divergences, Washington parvient à concilier les positions des fédéralistes et des républicains. Cet accord a été concrétisé par la Constitution, promulguée le 17 septembre 1787, qui est devenue la première charte écrite régissant la forme de gouvernement d'un pays. Après la ratification de la Constitution, Washington a été élu premier président des États-Unis en 1789. Son élection a été soutenue par ses talents d'organisateur et de dirigeant. Lors de la formation de son cabinet, Washington a choisi d'éminents dirigeants représentant à la fois les républicains et les fédéralistes. Thomas Jefferson, en charge du secrétariat d'État,
le général Henry Knox, en charge de la guerre, Alexander Hamilton, en charge du trésor public, et Edmund Randolph, en charge de la justice, ont formé un cabinet équilibré qui a permis de coordonner et de diriger efficacement l'administration du pays. Washington a mis en œuvre une politique fiscale rigoureuse pour résoudre les problèmes économiques du pays. Pour stabiliser la nation, il associe le grand capital à l'État et crée la Banque des États-Unis. Il favorise également le développement industriel par des mesures protectionnistes soutenues par la bourgeoisie. Ce passage met en évidence la capacité de Washington à concilier des positions divergentes, son leadership dans la formation d'un gouvernement fédéral efficace et ses mesures économiques pour stabiliser et développer la jeune nation américaine. Élection à un second mandat en 1793, bien qu'hésitant au départ, Washington se laisse convaincre par Thomas Jefferson d'accepter un second mandat en 1793. Au cours de son second mandat, Washington doit faire face à la rébellion du whisky dans l'Ouest. Ce soulèvement, né d'une protestation contre les taxes sur l'eau de chauffage, est réprimé par les troupes envoyées sur ordre du président. L'opposition idéologique entre Thomas Jefferson, secrétaire d'État, et Alexander Hamilton, secrétaire au Trésor, constitue un autre défi de taille. Ce conflit a été intensifié par la radicalisation de la Révolution française et le conflit en Europe. Jefferson soutient la France révolutionnaire, tandis qu'Hamilton prône la neutralité américaine dans le conflit européen. Malgré ses efforts initiaux pour maintenir l'harmonie entre Jefferson et Hamilton, Washington, une fois la guerre déclarée en Europe, opte pour la neutralité. Il soutient les positions de Hamilton et affiche ses sympathies pro-britanniques, malgré l'importante dette des États-Unis envers la France. La position pro-britannique de Washington conduit à un affaiblissement des relations avec la France. Thomas Jefferson, en désaccord avec cette politique, quitte le gouvernement. Depuis l'opposition, exprime son désaccord avec le centralisme du président. Le déclin politique et les dernières années de la vie de George Washington. L'étoile politique de George Washington commence à pâlir, en partie à cause de la révélation des termes du traité de Jay signé avec la Grande-Bretagne le 25 juin 1794. Cet accord commercial suscite de vifs débats au Parlement et nuit à la popularité de Washington. Bien qu'il soit élu pour la troisième fois à la présidence, Washington refuse catégoriquement. Il plaide son désir de retrouver la paix de la vie privée et exprime sa crainte de la tentation dictatoriale qui pourrait menacer les origines démocratiques de la lutte pour l'indépendance. Washington retourna dans sa plantation de Virginie, consacrant les 2 dernières années de sa vie à s'occuper de sa famille et de ses biens. Cet acte reflète son engagement ferme en faveur des principes républicains et son rejet de toute forme de gouvernement autoritaire. En 1798, il est nommé commandant en chef de l'armée en raison du danger d'une éventuelle guerre avec la France. Ce rôle est toutefois temporaire et Washington retourne à sa vie privée après s'être acquitté de ses responsabilités. George Washington meurt le 14 décembre 1799, à l'âge de 67 ans, d'une laryngite aiguë. Tout au long de sa vie, il a affronté les dangers du champ de bataille et les défis politiques avec la sérénité qui le caractérisait. On se souvient de Washington comme le premier dans la guerre, le premier dans la paix et le premier dans le cœur de ses compatriotes, un indépendantiste qui a affronté la guerre et la politique avec courage et sang-froid. Son refus de s'accrocher au pouvoir et son attachement aux principes républicains ont fait de lui une icône de la démocratie américaine. Mais maintenant, c'est à vous de commenter. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de George Washington? Nous sommes impatients de vous lire dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à l'aimer pour soutenir notre projet et à vous abonner. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.